C'est cet inventaire du patrimoine kanak dispersé dont je vais vous parler. Mais avant, je voudrais vous donner un aperçu géographique et historique de la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si c'est familier pour tout le monde, mais c'est 16 000 kilomètres, c'est 24 heures d'avion, donc c'est pour une petite mise en contexte. Et c'est surtout culturellement une île de Mélanésie. Vous avez ici l'océan Pacifique avec les trois grandes divisions que l'on doit aux navigateurs du Mont d'Urville et qu'on a beaucoup critiqué, mais qui finalement fonctionnent pas trop mal, même si les dénominations peut-être sont à réviser. Micronésie, les petites îles, Polynésie, les îles nombreuses, et Mélanésie, les îles noires. Donc, un archipel de Mélanésie, et donc culturellement attaché à cette région du monde. Alors, la Nouvelle-Calédonie, 18 000 km, je vous donner quelques grands chiffres comme ça pour vous situer un peu la population. Une population autochtone qu'on appelle kanak, donc j'imagine que beaucoup de gens maintenant le savent. Au début, c'était quelque chose qu'il fallait expliquer, mais grâce à l'actualité, je crois que les choses sont plus claires maintenant, qui forment 40% de la population et un territoire qui aujourd'hui est assez fractionné, comme vous avez pu le voir peut-être avec le résultat du dernier référendum qui montre qu'il y a vraiment deux pays sur ce territoire avec un statut d'autonomie évolutif donc, et des scrutins d'autodétermination. Et un premier a eu lieu en 2018, un second la semaine dernière en 2020 et sans doute un troisième en 2022. Donc une grande originalité statutaire et administrative de ce pays. Alors le cadre historique, pour le brosser rapidement, c'est une humanité dont on a des traces de présence depuis 1300 avant Jésus-Christ. Une humanité qui vient donc d'Asie du Sud-Est probablement, ensuite passée par la Mélanésie, la Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Vanuatu, et ensuite s'installant en Nouvelle-Calédonie et aux îles Fidji qui font la limite entre la Mélanésie et la Polynésie. Une inscription dans l'histoire mondiale écrite par le capitaine Cook, qui est le premier Européen à voyager et à donner ce nom étrange de Nouvelle-Calédonie à ce pays. Les montagnes qu'il découvre au nord-est de la Grande Terre lui rappellent par leur bleuté les montagnes d'Écosse, dont le nom ancien est Calédonia, le nom romain est Calédonia. Et je trouve toujours ça étrange jusqu'au jour où j'ai visité effectivement certains endroits d'Écosse qui m'ont rappelé la Calédonie. Donc j'avais envie d'appeler l'Écosse la Nouvelle-Calédonie. Une missionnarisation qui commence à partir des années 1840 avec des catholiques et des protestants. Une prise de possession qui se réalise en 1853, donc sous le Second Empire, pour faire de cette région du monde une colonie pénitentiaire. Et donc la colonisation pénale commence en 1864, donc on transfère vers la Nouvelle-Calédonie des prisonniers, avec l'idée qu'une fois que leur temps de punition est achevé, on leur donne des lopins de terre et ils deviennent des colons. Donc on est dans cette idéologie du 19e, et au même moment on découvre le nickel. Le nickel qui est une des richesses de ce territoire. Très rapidement, pour la colonisation est dévoreuse de terre, elle a besoin de terre. Donc on invente quelque chose qui n'a pas été retenu dans d'autres colonies françaises, qui sont les réserves indigènes, qui permettent en fait de repousser les gens dans des territoires qui sont en général des territoires assez exigus, qui ne sont pas les leurs, et de saisir les terres pour les distribuer aux nouveaux colons. C'est aussi un système qui se met en place à partir de 1868, donc de mise en prison finalement des gens sur leur propre pays, avec, quand vous êtes dans une réserve indigène, il vous faut un permis pour sortir de la réserve. Vous avez des chefs qui sont enrégimentés
dans une hiérarchie à la fois militaire et coloniale, puisqu'on leur distribue des grades. Quand vous êtes petit chef, vous commencez sous-lieutenant, et si vous êtes grand chef, vous terminez votre carrière comme lieutenant-colonel. Donc vraiment une manière d'enrégimenter en fait cette population. Beaucoup de guerres kanaks contre l'implantation européenne. La principale, c'est celle de 1878, qui est menée par le grand chef Ataï, et qui va permettre en fait à la colonisation d'expulser d'une grande partie de la Grande Terre, de la côte ouest, les populations kanaks pour les mettre dans des réserves sur les piémonts et surtout sur l'autre côté, sur la côte est. La colonisation pénale est un échec. L'idée de pouvoir d'avoir des gens qui, après leur peine, deviennent des colons et développent le pays, en fait, ne fonctionne pas. Et donc, on fait appel, à partir de la fin du XIXe siècle, à la colonisation libre, en faisant en sorte d'avoir des gens qui sont souvent des gens, d'ailleurs, qui travaillent déjà la terre. Alors, à partir de 70, vous avez aussi de disponibles, à la fin du XIXe siècle, tous les gens de l'ancienne Alsace, qui est devenue allemande, et qui vont donc pouvoir être transférés vers les colonies. On a un village, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle le village de Moindou, qui a été peuplé par des Alsaciens, en fait, qui avaient été expulsés d'Alsace. La guerre de 14, c'est le moyen de lever des combattants. Donc, il y a beaucoup de nos anciens qui ont fait la guerre de 14. Mais c'est aussi une saignée humaine sur place, puisqu'on lève des tirailleurs indigènes, et ça provoque une autre des grandes révoltes kanaks, qui est celle de 1917, et qu'on réprime grâce aux tirailleurs indigènes qu'on a engagés. Donc c'est des relations historiques extrêmement complexes, parce que ça crée aussi à l'intérieur des mondes autochtones des situations de conflits extrêmes et des situations terribles, en fait, de faire des choix entre sa famille et les cousins, d'une certaine manière. La citoyenneté est étendue au Kanak à partir de 1946. Elle est, dans la réalité, elle s'applique progressivement à partir des années 50 et 60. Et le premier vote, en fait, se réalise au milieu des années 50. Donc c'est à la fois une révolution, parce qu'à l'époque, les Kanaks sont majoritaires en Nouvelle-Calédonie, mais la situation ne va pas durer, et à partir des années 60, on reprend en fait une grande partie de l'autonomie qui avait été accordée, et on marginalise la population kanak, qui devient minoritaire dans son pays, et l'afflux de migrants venus pour le développement de l'exploitation du nickel minore le poids politique potentiel qu'aurait eu en fait la population kanak à cette époque. Donc voilà pour vous tracer une grande fresque finalement, et de vous donner quelques éléments de compréhension. C'est dans ce cadre que se déroule ce renouveau culturel qui a été lancé par un personnage tout à fait important, qui est Jean-Marie Tjibaou, qui est donc né en 1936 et décédé en 1989, qui est à l'origine, pour les gens de cette génération, faire des études, ça ne pouvait pas se faire à l'école laïque, puisque l'école laïque, c'est en fait pour les Européens. Il n'y a que les missions qui assurent un enseignement pour les indigènes. Jean-Marie Tjibaou a fait donc son école à la mission catholique, et ensuite, naturellement, comme il était doué, on en a fait un prêtre. Donc il a été ordonné, il a été prêtre, jusque dans les années 70, où il décide de demander sa réduction à l'état laïque au pape, c'est-à-dire qu'il demande de ne plus être prêtre consacré, mais de rester toujours au sein de l'Église catholique. C'est quelqu'un qui a toujours gardé la foi et qui est toujours demeuré catholique, Jean-Marie Tjibaou. Donc c'est lui qui, à partir des années 70, provoque une grande réflexion dans le monde kanak, mais aussi dans le monde calédonien,
de dire la culture kanak, c'est pas un objet du passé. Il faut sortir des réserves, il faut montrer qu'on est vivant, et il faut montrer qu'il faut penser en fait à ce pays, projetons-nous en l'an 2000. D'où le nom de ce festival qui est le festival Mélanésia 2000, c'est-à-dire projetons-nous et pour nous projeter, appuyons-nous sur notre culture et faisons-la connaître comme une sorte de culture de référence pour ce pays en construction. Une vision très, très, très moderne pour l'époque, en fait. Pour ceux qui ont vécu par la suite les années des accords de Matignon, ça a été d'une certaine manière la mise en œuvre de cette vision. C'est à ce moment qu'on utilise le mot kanak, qui est jusqu'à présent écrit C-A-N-A-Q-E, qui est un mot d'origine hawaïenne et qui sert, dans la littérature coloniale du XIXe siècle, qui sert à désigner les hommes du Pacifique. Au début, ça désigne les hommes, parce que kanaka en hawaïen, ça veut dire homme. Et très rapidement, ça désigne les sauvages, d'une certaine manière, c'est-à-dire les hommes du Pacifique, les hommes bruns, les hommes les bush kanaka, comme on l'appelle en anglais. Et donc c'est un terme qui est un terme totalement insultant, en fait. Quand on veut vous rabaisser, on dit que vous êtes un kanak. À partir de 1975, les gens de la génération de Chibaou disent non, on va réutiliser ce terme, on va l'écrire avec K-A-N-A-K. Alors là, il y a encore un « et » parce que ici, c'est le personnage T1 Kanaké, et on va en faire un terme de fierté. Donc on retourne le gant d'une certaine manière. Ce qui était une macule, qui était quelque chose qui était destiné à vous rabaisser, vous en faites un élément de fierté. Il utilise très intelligemment une mythologie qui appartient à la famille de sa femme, Marie-Claude Chibaou, qui est de la côte est de la Grande Terre, alors tout à l'heure, le jeune garçon, le jeune homme Reich, qui faisait cette présentation au musée, parlait de 28 langues. J'ai oublié de dire que la Calédonie, on dit le peuple kanak, la culture kanak, c'est en fait 28 langues, c'est 330 chefferies différentes, c'est 8 grandes aires culturelles. Donc c'est une manière de se penser, en étant très divers. Et le polylinguisme n'est pas du tout un problème. On est dans une région du monde où les gens parlent beaucoup de langues et ce n'est pas vécu comme une manière de se retirer ou d'éloigner l'autre, mais au contraire, chacun parle sa langue. Et il n'est pas rare de parler plusieurs langues à un repas. Donc c'est vécu, le fait d'avoir plusieurs langues est vraiment vécu comme une richesse et en tout cas est très lié à l'identité. Le fait d'être un homme de quelque part, c'est aussi de parler la langue de cette région. Donc on l'utilise énormément. Il a utilisé dans la région d'origine de sa femme, un mythe dont le personnage emblématique, l'ancêtre mythique, s'appelle Tein Hanake. Tein Hanake, ça veut dire... Tein, c'est la particule qui veut dire l'aîné, et Hanake, c'est en fait le terme hawaïen Kanake, qui dans cette langue, en fait, est utilisé et est un nom d'un ancêtre. Donc il a utilisé une histoire qui appartient à des gens précis, il en a fait une sorte d'ancêtre éponyme pour tous les Kanaks, et il en a fait un jeu scénique dans lequel il a proposé en fait ce personnage comme étant l'ancêtre de tous les Kanaks. Et ça a affermi le fait qu'on utilise maintenant le mot Kanak, K-A-N-A-K. Quelles que soient nos langues d'origine ou nos mythologies d'origine, on se raccroche tous à ce nom et à cette mythologie qui est enracinée dans des lieux bien précis, mais que là, on a déplacé. On l'a réutilisé après, nous, pour le centre Chibaou. On a utilisé aussi cette manière à la fois de s'enraciner dans un héritage oral et en même temps de lui donner une signification moderne. Donc le mot d'ordre, c'était installer la tribu dans la ville, c'est-à-dire une ville qui était essentiellement pensée comme une ville vécue, en tout cas dans ces années-là, comme une ville européenne. C'est aussi un moment où ce festival a été l'occasion de parler de la colonisation et d'apporter un regard critique sur la colonisation. Donc on parle plus, dans ces années-là, on parlait dans les manuels de mise en valeur du pays. Là, on apporte un contre-champ pour dire c'est un point de vue, mais il y en a d'autres, et il y a celui des gens qui habitaient ce pays avant.
qui n'ont pas forcément vu cette période comme une mise en valeur. Je fais des raccourcis, mais en même temps, ça vous permet de voir combien l'histoire politique et l'histoire culturelle est très liée en Nouvelle-Calédonie. Les événements de 84-88 sont des événements qui ont profondément marqué les gens de ma génération et les gens du pays, parce que c'était un moment de confrontation extrême, où le dialogue n'avait plus sa place, et où la situation était une situation de quasi-guerre civile. C'est une situation qui culmine avec l'attaque de la grotte d'Ouvéa en 88. J'ai mis l'affiche du film de Kassovitz qui parle de cet événement. Et c'est à ce moment-là qu'il est décidé, Michel Rocard, qui est alors Premier ministre, propose d'envoyer une mission du dialogue. Et alors que tout le monde pensait qu'on allait vers une guerre civile, en fait, cette mission du dialogue, elle a permis de renouer les liens du dialogue et d'arriver à un accord qui est signé. Vous voyez Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur avec cette poignée de main, la fameuse poignée de main de 1988, et qui mettent fin à cette situation de quasi-guerre civile, et qui cherche à rééquilibrer les situations. De manière politique, on rééquilibre l'organisation territoriale de la Nouvelle-Calédonie en créant 3 provinces, 2 provinces dont la majorité est assurée au Kanak, ce qui va permettre au Kanak d'exercer aussi des mandatures et de gérer ces provinces. Économiquement, c'est la cession des mines très riches du nord du pays qui vont être aux mains des Kanaks. C'est une manière aussi de s'exercer aussi à ces fonctions. Et culturellement, c'est la création d'une agence de développement de la culture kanak dans laquelle je travaille à l'époque. La naissance du centre Tjibaou, on pense souvent qu'elle est liée aux accords de Matignon. En fait, elle est malheureusement liée à l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou sur l'île d'Ouvéa en 89. Et c'est ce choc créé par l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou qui va faire que le Premier ministre, toujours Michel Rocard, propose la construction d'un centre qui va s'appeler Tjibaou. Ce qui va, du point de vue kanak, poser plein de problèmes pour voir comment est-ce qu'on peut donner un nom d'une personne décédée à un bâtiment. Donc il y a toute une série de choses qui ont été réalisées à cette époque, mais qui montrent justement la permanence de cette culture qui, malgré cette histoire coloniale assez difficile, faite de confrontation, faite de mise en réserve, faite de mise à l'écart, finalement, cette culture a trouvé dans ses propres ressources la capacité de résister d'une certaine manière et de préserver quelque chose qui lui est utile encore aujourd'hui. Donc le projet de centre culturel pour lequel je travaille également à cette époque-là, c'est d'en faire un centre culturel et non un musée. Le musée à l'époque nous apparaît comme quelque chose de figé, et le centre culturel nous apparaît comme quelque chose de dynamique. En fait, les musées d'aujourd'hui ressemblent à des centres culturels, et les centres culturels ressemblent à des musées. Mais à l'époque, ça résonne fortement. Et l'idée, c'est d'affirmer en même temps et de mettre en partage cette culture millénaire, mais en ayant une appréhension de la culture qui est extrêmement dynamique. La phrase de Jean-Marie Tjibaou, qui est la phrase qui nous a servi en fait, pour développer cette idée de centre culturel, c'est « Le retour à la tradition est un mythe. Aucun peuple ne l'a jamais vécu. Notre identité, elle est devant nous. » Ce qui est une phrase qui était extrêmement compliquée, parce qu'au moment où on vous accepte finalement dans votre culture, vous avez un des principaux leaders qui dit bah oui, mais il ne faut pas vous arrêter en chemin, il faut continuer, parce que la culture, c'est un phénomène évolutif, et il ne faut pas se figer dans des formes, il faut en faire quelque chose, et l'identité, elle est à construire chaque jour. Ce qui est extrêmement dynamique, effectivement, quand on est en charge d'un pôle culturel. Alors là, quelques images du centre construit par Renzo Piano, juste pour donner à ceux qui ne sont jamais allés l'envie d'y aller. L'inauguration, alors là aussi, les calendriers culturels et les calendriers politiques en Calédonie se croisent et s'entrecroisent sans arrêt. 4 mai 1998, inauguration du centre Tjibaou.
Ah, voilà les images pour faire rêver. C'est une vraie merveille architecturale. Hein. Si vous allez en Océanie, il y a deux endroits où il faut s'arrêter si vous aimez l'architecture. C'est Sydney pour le Sydney Opera House, qui est une merveille, et puis le San Chibao. Le reste, vous pouvez zapper. On a l'impression que ça sort naturellement de la végétation, ce qui était une gageure pour cet architecte italien qui a toujours travaillé dans un contexte urbain et qui s'est lancé là, on ne sait trop pourquoi finalement, dans cette aventure calédonienne, à une époque où on ne savait pas trop si finalement cette période de guerre civile, on n'allait pas la retrouver relativement rapidement. Le 4 mai, on inaugure le centre, et le 5 mai, on signe l'accord de Nouméa, qui est l'accord sur lequel on vit toujours, et sur lequel ont été réalisés le référendum de 2018, celui de 2020 et probablement celui de 2022. L'idée, j'ai repris cette phrase du préambule, le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage par le rééquilibrage, l'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. Donc c'est toutes ces 30 années, en fait, où beaucoup ont essayé de bâtir ce destin commun à partir de mémoires fragmentées, à partir de populations très divisées, avec des histoires, des légitimités, des visions extrêmement différentes. C'est un tout petit territoire, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de gens, hein, c'est 300 000 habitants. Hein. Et en même temps, c'est un microcosme. On a l'impression que là, on a à peu près des gens provenant de tous les points de la planète. Et il faut trouver un moyen de faire vivre tout ce monde. Alors, en quoi le patrimoine joue un rôle? Le patrimoine dispersé, c'est l'idée lancée par Jean-Marie Tjibaou. Vous voyez ici sur un tertre abandonné, enfin un tertre ancien de grande case qui appartient à... Alors là, pour le coup, on est dans sa région, on est à Yengen, et avec une grande flèche fêtière qui est sur ce tertre, qui est toujours là-bas. Souvent, on me pose la question de savoir si tous les objets ont été amenés dans les musées, et s'il y en a pas. Non, moi, quand on m'y a autorisé, j'ai photographié beaucoup d'objets qui sont restés sur place parce que les gens ne désirent pas que ces objets aillent dans des musées. Ils désirent que ces objets continuent leur vie, c'est-à-dire d'avoir servi à un moment, d'avoir été déposés au moment de la disparition de ceux qui utilisent ces objets à leur mort, et ensuite que ces objets disparaissent avec la pluie et le vent. Ce qui est intéressant avec Tjibaou est un personnage décidément qui a une vision et qui a une manière de voir le monde extrêmement riche, c'est qu'il confie à Roger Boulet à l'époque l'idée d'aller voir en fait où sont ces objets. On sait qu'il y a des objets qui sont partis de Nouvelle-Calédonie, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas évidemment qu'il y en avait à Bourges encore, mais il faut aller les voir, il faut essayer de savoir qui les possède, qu'est-ce que disent ces objets, et il emploie dans ces années 84 l'idée que ces objets sont aussi d'une certaine manière nos ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils représentent un peuple dont l'importance numérique est très faible à l'échelle de la planète, mais ils sont disséminés sur plusieurs continents, et finalement ils finissent par représenter ce peuple. C'est un peu le rôle ce soir qu'on a vu des objets Kanak à Bourges, qui finalement sont des bons ambassadeurs de cette culture. À partir de cette idée, les premiers repérages sont réalisés par Roger Boulet. Vous voyez Roger Boulet ici, pour ceux qui le connaissent, tout jeune. Jean-Marie Tjibaou et Léopold Jorédier, des gens très, très importants de l'histoire kanak. Une première exposition qui a lieu au Musée des Arts national des Arts d'Afrique, africains et océaniens en 1984, qui ensuite devait se déplacer à Nouméa, et l'exposition n'aura jamais lieu parce que 1984, c'est le début des événements. Voilà des fiches de Roger de l'époque, c'est les premiers inventaires, avec les moyens de l'époque, mais déjà du dessin. Le dessin, vous allez le voir, ça joue un rôle assez important en fait dans les inventaires. Alors, l'inventaire du patrimoine, c'est une accélération qui se produit à partir de 2011. Donc, pendant une trentaine d'années, Roger en Europe va, grâce à des moyens, souvent des moyens qui lui viennent de Nouvelle-Calédonie,
va obtenir des crédits au début de la part de Jean-Marie Tjibaou, puis des offices culturels kanak qui existent en Nouvelle-Calédonie, va commencer à aller identifier des objets dans des musées, bien sûr d'abord en commençant par les musées parisiens, qui sont les mieux connus, mais aussi trouver des objets dans des pays, en Allemagne, en Suisse, etc. Et à partir de 2011, on obtient des moyens conséquents de la part du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour mettre l'ensemble de ces données sous forme d'une grande base de données et l'affiner en allant visiter une bonne centaine de musées. Donc voilà, c'est une petite équipe qui se met en place grâce aux moyens offerts par la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, qui va nous héberger pendant ces 3 années. Moi, à la même époque, je viens à Branly pour réaliser cette exposition kanak. Et en fait, j'étais venu pour 3 ans en France pour faire l'exposition kanak et achever ce travail. L'histoire a montré que je ne suis pas retourné. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un inventaire? Eh ben, c'est de faire le tour, c'est d'identifier les musées. C'est surtout de ne pas se contenter de données envoyées par la poste ou par l'Internet, mais aller voir les objets, les sous-peser, les toucher, les sortir de leur boîte, et puis les photographier ou les dessiner. Roger Boulet est en train de dessiner une statuaire kanak. C'est autour de cette petite équipe qui travaille pendant 3 ans à Paris, basée à Paris. C'est aussi des professionnels des musées et du patrimoine de Nouvelle-Calédonie. Romaric Néa, j'en parlais avec certains tout à l'heure qui l'avaient rencontré à l'école du patrimoine. Romaric Néa, qui a eu la chance de venir à Rome faire l'inventaire des objets au musée Pigorini. Marianne Tissandier, qui est chargée des collections au musée de Nouvelle-Calédonie, et qui, la malheureuse, est arrivée pour faire l'inventaire au château au musée de Boulogne-sur-Mer en plein mois de février. Donc, elle a des souvenirs mitigés. Ça concerne des très grands musées, comme ici le musée ethnographique qui est dans le palais impérial de Vienne en Autriche, comme des musées très modestes, comme ce musée missionnaire qui est à Paumé, dans le département du Rhône, et qui est un musée mariste avec des collections très intéressantes sur l'Océanie. On peut le visiter d'ailleurs. Et des conditions d'accès aux objets qui sont très variables. Là, vous avez le musée d'histoire naturelle de Florence, avec des vitrines qui n'ont pas changé depuis l'ouverture du musée en 1856, je crois, et des présentations qui sont un peu du même ordre. Ici, vous avez le muséum de Nîmes aussi, avec cet amoncellement caractéristique de ces musées du 19e, où on veut tout montrer, on veut absolument avoir une vision complète, et du coup, on ne voit plus grand-chose. Et des conditionnements d'objets aussi très différents. Là, c'est l'idéal d'avoir les objets en accès direct. La plupart du temps, vous les avez comme ça. Donc, vous perdez énormément de temps à les déballer et les remballer. C'est tout bête, mais dans un inventaire, ça mange un temps pas possible. Et il faut trouver des gens pour vous accompagner dans les réserves. C'est encore une autre paire de manches. On fait un peu d'acrobatie quelquefois pour faire des photos. Là, c'est à Leiden, aux Pays-Bas. En même temps qu'on fait ce travail ici, tous les ans, on revient en Nouvelle-Calédonie avec la collecte que l'on a réalisée. Donc, on fait de la collecte dans l'autre sens, d'une certaine manière. Et on les confronte avec les opérateurs, les collecteurs du patrimoine oral. Comme je vous disais, 28 langues, et depuis la création du centre Tjibaou, on a un inventaire oral qui est très dynamique, très important. Et on confronte avec les anciens ce qu'on trouve. Là, c'était une des réunions dans une maison commune dans la haute vallée de la Yinguen, où là, on a un monsieur qui est venu à cheval, parce qu'il a entendu dire qu'on avait des objets, qu'on allait montrer des objets anciens. Donc, il vient de Pagou, qui est au fond de la chaîne à cheval, et il nous amène un objet qu'il a réalisé avec des fils de plastique, mais il a réalisé avec les techniques de nouage du 19e siècle. Donc ça, c'est très intéressant, on le voit souvent dans l'histoire de la culture matérielle kanak, c'est-à-dire quelquefois l'objet a disparu,
depuis très longtemps, mais la mémoire et du savoir-faire, en fait, est encore présent. Et il suffit quelquefois de stimuler cette mémoire pour que les objets soient refabriqués. Et là, on était complètement étonnés par ce monsieur qui est venu nous voir en disant, alors qu'on était persuadé que cette technique, plus personne ne savait la faire, je vous ai apporté un objet, je ne sais pas si ça vous intéressait. Oh, on est tombé, c'était formidable. Donc ça permet de confronter aussi ce qu'on voit en Europe, les préoccupations des gens. Qu'est-ce qui est important pour eux finalement? Est-ce que c'est le fait qu'on mesure toutes les lances, par exemple? Ou c'est au contraire qu'on aille sur des objets bien particuliers? Ici, ce sont des propulseurs souples qui servent à lancer des saguets. Et visiblement, c'est ça qui intéressait ce monsieur qui est venu nous voir pour avoir des photos d'objets anciens, pour comparer avec ce qu'il savait faire, etc. Donc ça permet aussi de réajuster la hauteur de vue qu'on peut avoir sur l'inventaire. Qu'est-ce qui est pertinent pour les gens à un moment donné? On essaie de travailler pour l'éternité dans les musées, mais là, dans ce cas précis, on essaie d'être juste par rapport à une demande culturelle d'un moment donné sur cette mémoire en partie sous les cendres, qu'il suffit de raviver. Alors c'est comme ça qu'on est évidemment tombé sur les collections Bourdina. Alors là, je ne viens pas dessus parce que vous allez voir ceux qui l'ont vu à l'exposition. Mais c'est comme ça qu'on visite beaucoup de musées. Alors les résultats, quels sont-ils? Donc entre 2011 et 2015, 190 musées identifiés, 113 en France. On en étudie 97. Il faut voir que dans les musées identifiés, quelquefois, sont identifiés 2 objets, 3 objets. Et en dessous de 10 objets, en fait, on a fait le choix de ne pas se déplacer parce que le coût en temps de déplacement et en réalisation, en fait, est trop lourd. Donc on se concentre sur les collections où on sait qu'il y a suffisamment d'objets intéressants pour justifier un déplacement. On en a vu, donc on en voit beaucoup, et on n'en sélectionne que quelques-uns pour être complètement inventoriés dans la base de données. Parce qu'ils ont une histoire particulière, ils sont liés à des personnages, comme dans le cas des objets du musée du Berry. Donc ça vient illustrer de la micro-histoire locale qui a un intérêt pour les gens là-bas, et pas forcément dans l'absolu pour l'histoire de l'art, mais c'est un intérêt culturel pour les gens, ou des objets dont la réalisation est exceptionnelle. Et donc ce sont ces 5000 objets que l'on a désignés sous forme d'inventaire raisonné, puisqu'il s'agit de faire un inventaire des objets dont on pense qu'il y a un intérêt fort pour ces objets aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. On a réalisé plus de 35 000 photographies. Alors les dessins sont très nombreux, on a mis quelques-uns, vous en avez dans l'exposition du musée. Et ça nous redessine une nouvelle carte culturelle kanak, qui est assez inattendue finalement. Alors Roger a particulièrement travaillé sur l'Europe, et moi, quand j'étais en poste en Nouvelle-Calédonie, j'ai travaillé en fait sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Réunion, et sur certains musées américains. Pas tous, il y en a encore d'autres à voir, mais là, c'est vraiment l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire quand vous êtes invité à une conférence à Chicago, vous en profitez pour rester 4 jours de plus pour voir toute la collection kanak de Chicago, et ainsi de suite. Mais ça permet d'avoir une vision très élargie, en fait, de ce patrimoine, qui est une vision nouvelle. Sur l'Europe, c'est aussi une cartographie de l'Europe qui est absolument étonnante, avec évidemment une très grosse concentration en France. Mais vous voyez, en Suisse, il y a aussi des objets extraordinaires. En Grande-Bretagne, en Écosse, en Norvège, à Saint-Pétersbourg. Vous en avez même en Israël et vous en avez en Algérie, qui en fait sont des objets qui appartenaient aux musées coloniaux algériens qui sont restés sur place au moment de l'indépendance. Bref, plein d'histoires. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que sur cet ensemble d'objets, en fait, vous avez une concentration des objets dans 6 musées. 6 musées concentrent 50% des pièces qu'on a identifiées. Donc une grande dispersion et une concentration sur 6 musées. La Nouvelle-Calédonie, le Quai Branly, le musée de Bâle, le musée de Vienne, je vous raconterai la petite histoire, le British Museum, évidemment. Qu'est-ce que n'a pas le British Museum? Et le musée Pigorini, avec une très très belle collection, musée Pigorini. Évidemment, c'est
la notion, enfin ce qu'on sait aujourd'hui de ces objets est incommensurable par rapport à ce qu'on savait dans les années 90. Vous voyez le nombre d'objets en 90, on en connaissait à peu près 1 millier. Aujourd'hui, on en connaît beaucoup plus. La documentation, pareil. Alors on fait un travail à la fois sur les objets, sur les biographies des collecteurs, et on a réalisé plus de 900 fiches de collecteurs, ce qui permet de vérifier aussi les attributions, de vérifier qu'on a une concordance d'informations entre les endroits où sont allés ces gens et l'information que l'on peut, nous, soit redonner à l'objet quand on le voit, donc en faisant une expertise, soit l'information qui est encore présente sur les objets. À Bourges, vous avez la chance d'avoir de l'information présente sur les objets, ce qui est aussi assez exceptionnel. Évidemment, l'essentiel de ces objets sont dans des musées ethnographiques, mais il y en a un peu aussi, un peu dans des musées universitaires, dans des musées missionnaires, il y en a un peu, il y en a un peu partout, mais c'est vraiment ce développement de l'ethnographie à partir du tournant du 19e siècle qui va concentrer énormément de ces objets. Une grande partie de ces objets, un tiers des objets, plus d'un tiers de ces objets sont des armes. D'où l'idée de l'inventaire raisonné, c'est-à-dire au bout de la 300e saguée, de la 900e casse-tête, vous êtes quand même dans quelque chose d'un peu redondant, et il n'y a pas forcément intérêt à passer autant de temps sur cette pièce que de diriger votre regard et votre intérêt sur d'autres pièces de la vie quotidienne, des pratiques cérémoniales et religieuses, ou de la parure, etc. Ça nous a permis évidemment de faire d'affiner énormément l'idée que, enfin l'histoire des collections. Donc on voit bien que l'histoire de ces collections, elle procède aussi par la dévalorisation de certains objets. On a de nombreux exemples où les haches en métal en fait sont troquées pour ces haches cérémonielles, parce que les gens veulent avoir du métal et vont échanger des objets traditionnels pour avoir du métal, des fusils, des choses comme ça. Donc le transfert technologique va opérer aussi des transferts d'objets. Évidemment, il y a les conflits coloniaux qui sont aussi pourvoyeurs souvent d'armes, malheureusement. C'est essentiellement des grandes séries d'armes qui arrivent. Et les changements religieux. Vous disiez qu'à partir de 1840, les missions chrétiennes s'installent, et entre 1840 et le début du 19e siècle, une grande série d'objets vont être donnés ou détruits ou sortis de fonction du fait du changement spirituel aussi. Les objets anciens qui sont liés à des pratiques vont apparaître comme potentiellement dangereux, et donc on les éloigne. On les dépose en forêt, par exemple, on les abandonne, et donc ça va permettre à un certain nombre de collectionneurs de récupérer ces objets. On voit ça aussi dans l'histoire des collectes africaines, etc. C'est aussi le moment où se créent des objets nouveaux. Là, vous avez un bambou gravé, vous voyez qu'il y a une iconographie très chrétienne, avec des figures chrétiennes, qui sont des objets qui vont être créés au moment de ce changement culturel. Et on a une iconographie très intéressante sur ces objets qui sont des objets de contact, finalement, qui racontent des histoires de contact. Alors évidemment, les musées de l'époque, en général, là on est à Lyon, et on utilise les moulages de la face du crâne de la taille pour montrer l'évolution ou la dégénérescence des races. Et les objets servent à illustrer aussi voyez, les objets Kanak, qui sont mêlés à des objets Diola. Là, c'est un objet Diola de Casamance, qui n'a aucun rapport avec les objets qu'on a autour, ils sont tous Kanak. Et là, vous êtes au Sénégal. Mais peu importe. Ce sont les expositions coloniales. Là, on a des premières expositions coloniales à Nouméa en 1876. Vous voyez à la fois, ça nous intéresse pour Bourdina, là, vous avez des objets du bagne, et vous avez des objets Kanak. Et ce sont ces collections qui sont exportées pour les expositions coloniales qui se tiennent dans beaucoup de villes, à la fois en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais également en Europe. On fait des collections pour la promotion, finalement, de la colonie. On a évidemment des expositions, les fameux villages Kanak, le fameux village Kanak de 1889, construit sur l'esplanade des Invalides. Imaginez-vous l'esplanade des Invalides avec un village Kanak, un village gabonais, il y avait un village amérindien. Tout ça sur l'esplanade pendant 3 mois.
Ici, avec 7 habitants kanaks qui vont y vivre en 1889, avec évidemment de la... Un petit instant. Hop là, qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Avec de la publicité pour les chocolats beignets du Mans. Et l'imagerie kanak va servir à faire de la publicité. Alors évidemment, c'est souvent les chocolats, c'est le café, ce sont des matières souvent coloniales. Cette exposition est grande pourvoyeuse d'objets. Là, vous voyez un personnage qui était présent à cette exposition. Et il tient une flèche qui est maintenant au musée de Berlin. Les musées allemands qui n'avaient pas accès à ces objets viennent faire leur marché à Paris. Cette dame qui est devant cette case, là, cette case, c'est les Invalides. Ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie, c'est une case qui est montée aux Invalides. Et le musée de Berlin, il vient faire ses emplettes. Les autres résultats, c'est évidemment l'affinement des profils des collecteurs, un enrichissement des typologies, etc. Alors, je vais peut-être passer un peu rapidement là-dessus, mais effectivement, on a les voyages d'exploration du XVIIIe siècle, avec aussi des données iconographiques assez intéressantes. On a toute une série de dessins du XVIIIe qu'on a retrouvés aussi lors de ce travail, de voyages anglais ou de voyages français, comme celui de d'Entrecasteaux, qui a été un gros pourvoyeur d'objets pour les musées français, avec des figures de masques, mais aussi pour des musées suisses, on le verra tout à l'heure. Les collecteurs, entre la première moitié du 19e, qui sont des officiers de marine, souvent. Donc dans ce premier 19e siècle, des officiers supérieurs souvent, ou des dessinateurs de bord, ou des naturalistes de bord, ou des polytechniciens qui font leur tour du monde sur des vaisseaux de la Royale. Le 19e siècle, c'est aussi les collecteurs missionnaires. Là, vous avez le père Lambert, qui est un missionnaire catholique, qui est le premier, et réalisé une très belle étude sur les Bélep. Là, vous voyez l'original de l'étude qui est paru dans le bulletin hebdomadaire illustré de l'œuvre de la propagation de la foi, en feuilleton, et qui a ensuite été édité à Nouméa, sous le titre « Mœurs et superstitions des Néo-Calédoniens ». On a changé, on en a fait une généralité de quelque chose qui était quelque chose de beaucoup plus pointu, qui était une région, une langue, une histoire particulière. Et malheureusement, on va procéder souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose, on en fait une généralité, alors qu'en fait, ça ne s'applique qu'à une histoire particulière. Mais lui aussi apporte des objets. Là, un objet très très rare, qui a malheureusement été revendu de fortune à New York, après qu'on ait pensé que peut-être le possesseur qui l'avait acheté pas très cher dans une vente de missionnaires en Hollande et allait peut-être en faire don à la Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, il a décidé de s'acheter un appartement avec. Et c'est un objet tout à fait exceptionnel, c'est un petit personnage masqué. Un personnage que vous connaissez maintenant sont les collecteurs coloniaux de la deuxième moitié du XIXe siècle, avec des administrateurs coloniaux peu scrupuleux, comme Jules-Édouard Morisseau, qui était un des premiers responsables des affaires indigènes, et qui a eu un comportement tout à fait détestable, et qui s'est monté une énorme collection qu'il a ensuite revendue aux Allemands. Les expositions dont on a parlé tout à l'heure, la fameuse vente de la collection Morisseau aux Allemands, et l'ensemble de cette collection est aujourd'hui au musée de Berlin. Les collecteurs coloniaux, ce sont aussi des locaux, des Calédoniens en fait, qui s'intéressent là qui s'intéressent à l'histoire et à l'archéologie. En fait, on a dans l'idée qu'il y a une espèce de grand continent qui a disparu ou qu'il y aurait des liens entre les Assyriens et les Mexicains. Enfin, on est dans des grandes théories. Et ça permet d'avoir des descriptions intéressantes d'objets et des objets qui regagnent les musées. Les grandes collectes scientifiques, malheureusement pour la Calédonie, il n'y en a pas eu beaucoup. Elles s'étalent toutes avant la guerre de 14. C'est d'abord Fritz Sarrazin, qui est un Suisse de Bâle,
qui va passer 1 an dans le pays et qui fait un travail de collecte absolument remarquable parce qu'il ne s'intéresse pas qu'aux objets qui ont du prix ou qui sont reconnus, mais il s'intéresse aussi à la manière dont on pèle une igname. Donc il ramasse le couteau éplucheur qui est fait en coquillage. Il s'intéresse à des choses extrêmement fugaces parce que ce qui l'intéresse, l'idée, c'est de documenter l'ensemble de la culture matérielle d'une population. Et c'est ce qui vous explique que la grosse collection de références sur la Nouvelle-Calédonie en culture matérielle, elle est en Suisse. Un Américain qui passe très rapidement, lui il passe qu'1 mois, donc il passe. Est-ce que Fritz Sarrazin n'a pas acheté, lui il l'achète d'une certaine manière, donc ça continue à vider un peu les objets en place. Et puis un Anglais qui passe 1 an dans la vallée de Waialou. Je dis ça parce qu'il y a des gens de la vallée de Waialou qui sont là. Et c'est très très intéressant, il est dans la famille. Et il ramène au musée de Cambridge une collection très très intéressante d'objets de cette région. Je dis ça parce que c'est la région de mon père, donc on a forcément toujours ces petits chouchous. Les collecteurs du XXe siècle, c'est Maurice Lénart, dont j'ai déjà parlé, surtout connu pour son travail linguistique et son travail ethnologique. C'est lui qui installe les Néo-Calédoniens dans la littérature ethnologique du début du XXe siècle. Et il s'intéresse malheureusement que très tardivement aux objets. Et on n'a que de très rares objets qu'il a collectés. Je dis malheureusement parce qu'il s'est intéressé beaucoup plus à l'histoire des idées, à la philosophie, à la religion, aux systèmes sociaux finalement qu'aux objets eux-mêmes. Et du coup, on manque d'informations sur un certain nombre d'objets qui lui étaient contemporains. Les dernières collectes sont celles des années 30 et 50, avec un autre missionnaire qui s'appelle Philippe Prélescure, qui est le neveu d'ailleurs de Maurice Lénart, et qui réalise une grosse collecte en fait à la demande du musée de l'Homme. Et curieusement, les musées français, les collections nationales vont n'opérer qu'une seule collecte en Nouvelle-Calédonie, c'est cette collecte des années 30, et ils utilisent non pas un missionnaire scientifique envoyé, un scientifique envoyé en Nouvelle-Calédonie, mais ils utilisent les réseaux missionnaires locaux pour rabattre les objets et les collectionner. Et les dernières collectes importantes, c'est le 20e avec Jean Guiard, qui est ancien professeur du musée de l'Homme, ancien directeur du musée de l'Homme, et qui fait une très belle collecte. Et cette collecte, en fait, elle est déposée aujourd'hui au musée de Nouvelle-Calédonie. C'est l'élaboration des stylistiques, etc. Alors, on a quelques histoires inattendues, donc pour vous dire quelques histoires amusantes. Il y a une très belle collection au musée impérial de Vienne, et on s'est demandé la qualité des objets, le nombre d'objets est absolument fascinant. Et en fait, l'histoire est assez étrange. Le prince héritier, qui est le fils de l'empereur François-Joseph, se suicide en 1889. On demande au neveu de l'empereur de jouer le rôle de prince héritier. C'est le fameux Franz Ferdinand, celui qui se fera tuer à Sarajevo, assassiné à Sarajevo en 1914. Et il s'entiche d'une comtesse que l'empereur ne souhaite absolument pas faire entrer dans la famille. Donc il l'envoie faire un tour du monde sur un vaisseau de l'Empire austro-hongrois, en lui disant que ça lui changera les idées et quand il reviendra, on pourra le marier avec une dame digne de son rang. C'est un personnage assez étrange, ce François-Joseph. Il passe son temps à faire des hécatombes. Et son journal de voyage, c'est d'une tristesse absolue parce qu'il ne décrit pas les pays, mais le nombre de morts, le nombre d'éléphants tués, le nombre de kangourous. L'Australie n'apparaît qu'au travers des animaux tués, en fait. Et tu as toute une géographie comme ça de son voyage avec les animaux tués. Personnage finalement pas si sympathique que ça. Il passe en Nouvelle-Calédonie, le gouverneur de l'époque le reçoit, se dit « Empire austro-hongrois en plein développement, ils auront peut-être besoin de nickel, on va leur faire un beau cadeau. » Il demande au service des affaires indigènes d'aller prélever 500 pièces dans le musée de Nouméa pour les offrir au prince héritier François Ferdinand.
ce qui explique la présence de ces pièces de première qualité au musée de Vienne. Alors j'ai bien essayé de leur dire que c'était un cadeau, mais que finalement, on pouvait peut-être renégocier. Non, ils n'entendent pas de cette oreille pour l'instant. Mais les pièces sont absolument remarquables. Il y a une des plus grandes flèches fêtières connues au monde qui est là. Et je me dis que je suis arrivé trop tard au musée de Nouméa. Alors depuis 2015, on a fait des découvertes à Lausanne. Lausanne a exploré des collections qu'ils avaient au fond d'un abri atomique, d'une collection d'un petit musée cantonal, dans lequel ils ont sorti une pièce absolument extraordinaire, qui est une hache ostensoir du XVIIIe siècle. Et en remontant l'histoire de cette hache, on s'est aperçu que c'était une hache qui avait été donnée par ce Benjamin de Lesser, qui est celui qui a créé les caisses d'épargne en France. C'est un personnage très important, la famille de Lesser. Et il y a des de Lesser aussi qui ont essaimé en France. Au Havre, par exemple, le Muséum du Havre a des collections très importantes de Lesser, qui est le neveu de ce personnage. Des gens très instruits, avec beaucoup d'argent, passionnés de botanique, passionnés de trésors du monde, et qui achètent et qui amassent des collections fantastiques qu'ils donnent ensuite à des musées. Et c'est grâce à son intérêt pour la botanique, qu'il entre en contact avec le botaniste Julien Houtou de la Bouillardière, qui était à bord du vaisseau d'Entrecasteaux, qui a fait ce voyage de circumnavigation entre 1891 et 1894, et qui est passé en Nouvelle-Calédonie. Et donc, l'objet est cet objet collecté, ces grandes haches ostensoirs collectées dans la région de Pueblo, en 1792 ou 13, je ne sais plus. Donc un objet absolument remarquable. Le musée Anne de Beaujeu à Moulins, où on est passé également pour découvrir des saguets avec des personnages. Jusqu'à présent, on n'en connaissait que 3 dans le monde. Je dis 3 parce que celle-ci, en fait, elle était à Bordeaux, mais on la recherche, on ne l'a pas retrouvée. On a juste une image de cette collection. Et donc, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec 6 de ces saguets. Donc, on sait maintenant qu'il y en a 5 dans le monde et une 6e qu'on recherche toujours et qui peut-être n'est pas complètement détruite et peut-être encore quelque part. Voilà, ça a donné lieu, ces découvertes, à cette exposition qui a eu lieu au musée Anne de Beaujeu en 2018 et qui est finalement la sœur de celle qu'on a aujourd'hui à Bourges, puisqu'il y a une filiation entre ces 2 expositions. Alors les perspectives, c'est d'abord une base informatique qui sert d'outil à la Nouvelle-Calédonie pour savoir où est son patrimoine finalement. Ça lui sert d'avoir aussi un outil d'expertise, parce que quand on a vu des centaines et des centaines d'objets, ça vous permet d'avoir un œil exercé pour discriminer l'objet intéressant de l'objet moins intéressant, l'objet faux. On voit aussi qu'on commence à avoir quand même pas mal d'objets qui sont des faux parce que ces objets ont un prix en vente, et il y a beaucoup d'objets qu'on voit passer qui sont faux de nos jours. Et ils maintiennent donc cette banque de données qu'on enrichit également, nous, à chaque fois qu'on fait des trouvailles, et qui a vocation, en fait, d'être partagée de manière beaucoup plus large une fois que les questions de droit vont être réglées avec les différents musées. Parce que toutes les photos qu'on a réalisées, plus de 35 000, je veux dire, sur ces différents objets, en fait, les droits appartiennent à ces musées, et donc il faut négocier à chaque fois de pouvoir les mettre en ligne. C'est aussi un moyen pour des collaborations, et en particulier entretenir. Parce que ce patrimoine, ce n'est pas une histoire d'objets, c'est une histoire d'hommes, en fait, et de rencontres. C'est aussi des gens passionnés de part et d'autre. Quand vous frappez à la porte d'un musée en disant « j'aimerais savoir si vous avez des objets Kanak », si la personne qui est en face de vous n'est pas quelqu'un de passionné, il va vous dire « j'ai pas le temps » ou « je n'en ai pas » et circuler, il n'y a rien à voir. Il faut trouver des gens qui vont se dire « tiens, en fait, oui, ça pourrait être intéressant, je vais prendre de mon temps, je vais vous accompagner ». Donc c'est vraiment des rencontres, et ces rencontres, il faut qu'on les nourrisse. Et là, on les nourrit avec des dépôts croisés. Là, on a des dépôts qui sont au musée de Nouméa, j'en parlais tout à l'heure. Et là, dans le cadre du nouveau musée qui est en train d'être construit en Nouvelle-Calédonie, donc vous avez ici des vues d'architectes, il y a toute une série d'objets qui font l'objet de demandes de dépôt de musées très très divers, des musées qui dépendent de régions, de villes, etc.
Donc c'est un outil dynamique, c'est un outil de partage aussi, parce que l'idée c'est qu'effectivement, progressivement, toute cette information qui est contenue au musée de Nouméa, d'ailleurs si des gens ont des collections Kanak publiques et qui veulent en savoir un peu plus sur des objets, le mieux c'est de contacter le musée de Nouméa, qui pourra éventuellement les aider. Voilà, je crois que j'ai fini la petite présentation que je voulais vous faire, et en vous remerciant de votre attention. Et un petit post-scriptum pour vous dire que les carnets de Roger Boulet font l'objet, ont été donnés aux collections nationales. Elles sont à Branly, et on organise une petite exposition justement sur ces carnets qui ouvrira le 3 novembre. Voilà, maintenant j'ai vraiment fini. Je suis à votre disposition pour des questions. Là, il s'agit d'objets, dans ce cas-là. Vous avez raison, le patrimoine immatériel est souvent plus important, en fait, pour ces cultures du Pacifique que le patrimoine matériel. Parce que les objets, on peut les refaire. Les histoires, il faut les apprendre, et si vous n'avez pas apprises, vous ne pouvez plus les deviner. Donc, il y a un patrimoine immatériel qui est très important. Et cet ensemble, il est au centre Chibaou, en fait. C'est le centre Chibaou qui concentre, en fait, alors, c'est une toute petite partie, parce que chaque langue est un univers en soi. Ce sont des poésies, ce sont des chants, c'est une vision du monde aussi. Chaque langue est différente, on a quand même 28 langues, même si on peut les regrouper en 8 grands groupes. Certaines sont aussi différentes que le français et l'italien, le français et le danois pour les plus extrêmes. Moi, j'ai eu la chance de travailler au musée de Nouméa et travailler avec beaucoup, et au centre Chibaou, et travailler avec beaucoup de langues différentes. Il y a des langues avec lesquelles on a certaines accointances de par la langue de départ qu'on parle, mais il y a des langues avec lesquelles vous êtes vraiment dépourvu et qu'il faut tout apprendre. Donc tout ce patrimoine immatériel, donc ça peut être des chants, des danses, ça peut être des généalogies de chefs, ça peut être des discours traditionnels, ça peut être de la poésie, ça peut être des rituels, ça peut être... tout ça, c'est au centre Chibaou. L'idée, vraiment, c'était de conserver cette mémoire orale-là. Et encore une fois, cette mémoire orale, elle n'est pas conservée selon un schéma que l'on aurait établi depuis le centre Chibaou, mais c'est la négociation avec chaque entité culturelle, donc on appelle chez nous des aires culturelles et des chefferies. C'est la négociation avec eux qui détermine ce qu'est le patrimoine, ce qui fait patrimoine pour eux. Et c'est très intéressant parce que d'une région à une autre, ce n'est pas la même chose. Pour certains, c'est par exemple les techniques de pêche liées aux tortues qui sont importantes parce que c'est un lien très fort avec la légitimité de leur chefferie. Pour les voisins, ça peut être tout à fait autre chose, ça peut être des récits généalogiques. Et donc ça, c'est très intéressant de voir comment cette notion de patrimoine, qui est une notion universelle finalement, à chaque fois, elle s'ancre dans une sociologie, dans des ensembles culturels très particuliers. Et c'est le rôle finalement d'un centre comme le centre Chibaou, c'est d'être un outil à la disposition de ces groupes, et non pas d'imposer une vision ou une autre. Donc il y a un beau travail qui continue à se faire. Vous avez vu la manière aussi dont nous, on revenait à chaque fois avec les objets, parce que ça génère aussi de l'autre côté des gens, enfin, quand le vieux est arrivé, il y a plein de gens qui sont, je dis le vieux parce que c'est comme ça qu'on appelle les anciens chez nous, mais ce monsieur qui est arrivé à cheval avec son objet, quand ça s'est su, il y a plein de gens du village d'à côté qui sont venus pour voir. Et on voit que ça valorise aussi son savoir, qui était qui était à l'état de reliquat dans son village très très retiré. Et donc ça crée de l'envie, ça crée de l'intérêt de la part des jeunes. Donc le patrimoine est vraiment utilisé comme une sorte de dynamique, dans un souci de dynamique culturelle. C'est vrai que c'est souvent le reproche que nous font les femmes, en disant « vous vous occupez d'histoire d'hommes, mais vous ne parlez pas des choses importantes ». Et ça, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup fait. Mais on n'a pas tout fini non plus. Ils sont encore là-bas, ils continuent à travailler, et j'imagine que ça va se faire. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on l'a fait un petit peu... on a commencé à faire des choses, mais ce sont des gens qui sont venus nous voir.
Par exemple, il y a des techniques de transformation de fruits qui ne sont pas mangeables, comme les fruits de palétuvier, par exemple. Or, il y a toute une stratégie dans ces îles qu'on croit toujours souvent paradisiaques, c'est-à-dire que tout pousse, etc. En fait, c'est faux. Les trois quarts des choses qu'on mange sont des choses qui ont été importées en pirogue, qui viennent d'Asie du Sud-Est, les taros, les ignames, les cannes à sucre. Rien ne pousse naturellement dans ces îles du Pacifique. Par contre, il pousse naturellement des palétuviers, il pousse naturellement des pandanus, et il y a des stratégies là pour pouvoir consommer des végétaux qui ne le sont pas. Et donc là, effectivement, on a fait un petit travail sur cette question-là, parce qu'on nous l'a demandé dans un endroit précis, parce qu'il y avait une dame particulière, avec un caractère suffisamment fort pour l'imposer à tout le monde et dire il faut travailler là-dessus, ça c'est du patrimoine. Mais c'est vrai qu'en général, on a plutôt travaillé sur des histoires de généalogie, de choses comme ça. Enfin, moi, quand j'y étais, ça continue toujours. Hein. Moi, je vous parle de ça. Ça fait maintenant 9 ans que je suis à Paris. J'ai plus l'actualité de tout ça. Il faudrait demander à quelqu'un du San Chibaou pour vous faire l'actualité. Je sais qu'il travaille sur la cuisine aujourd'hui, sur la pharmacopée également, qui pose plein de problèmes de droit, parce qu'attaché à tout ça, il y a toute une question de droit. C'est pas parce que vous le savez que vous avez le droit de le dire ou de le faire, etc. Il y a tout un protocole très, très précis qu'on a mis en place pour pouvoir faire ce recueil de la mémoire orale, qui ne se collecte pas comme ça en ouvrant un micro. Première réaction des gens, c'est de dire on ne sait pas. On ne sait pas, c'est-à-dire vérifier le chemin qui vous amène jusqu'à moi pour que je vous délivre l'information. C'est ce qu'on appelle les chemins coutumiers, c'est-à-dire le fait d'avoir cette information orale, ça n'est pas que ça peut être des souvenirs personnels, mais souvent, les gens sont dépositaires d'une parole, et pour que cette parole se déclenche, il faut passer par les bons canaux. Et ça demande du temps. C'est pour ça que ce travail est fait par les gens du pays. Le centre culturel forme des gens de la langue dans laquelle on va travailler, et ces gens deviennent collecteurs pendant une année sur un sujet qui aurait été déterminé par leur groupe linguistique. Puis l'année suivante, on passera éventuellement à une autre personne, etc. Il y a des questions de droit qui sont très très fortes en Mélanésie. Enfin, moi, dans la période où j'ai travaillé sur ces questions, c'était plus des demandes de savoir-faire, en fait, de voir des objets pour pouvoir les refaire éventuellement. Et quelques objets, oui, qui ont été redemandés. Donc nous, on les a obtenus en dépôt. Donc, mais il y a des dépôts qui sont en Calédonie depuis 30 ans. Est-ce qu'ils reviendront un jour? J'en sais rien, on verra. Le rôle de l'ambassade est dans les deux sens par rapport à l'objet. Oui, cette idée que les objets... c'est une idée en fait qu'on a mise en pratique quand on a fait la première grande exposition internationale d'objets qui est venue de France, d'Allemagne, de Suisse et qui sont venus à Nouméa. Et on a fait des discussions avec les anciens justement qui étaient reliés à ces objets. Et c'est là où les chantiers nous ont dit en fait ces objets ils sont partis pour des raisons qu'on ignore. Certains objets assez forts en fait avaient été donnés à des missionnaires, donc on voit aussi qu'il y a quelque chose c'est lourd, quoi. C'est pas un simple objet qu'on donne, c'est aussi des objets qui sont offerts dans des circonstances particulières. Et finalement, qui disait, ces objets, ils nous représentent aussi là où ils sont. Et si en Allemagne, il y a des gens qui vont au musée et qui voient que les Kanaks existent, c'est aussi une manière de rayonner pour nous, parce que ces objets, on ne saurait pas forcément quoi en faire. Et on en a d'autres et on sait en faire. Là aussi, c'est la relation à l'objet, peut-être pas tout à fait la même non plus. On retrouve ça aussi au Vanuatu, où les objets sont réalisés pour une destination particulière. Et puis ensuite, ils sont laissés périr, comme les flèches fêtières que je vous présentais tout à l'heure, la flèche fêtière de Chibaou, là, la famille, enfin, c'est pas la famille Chibaou, mais c'est la famille qui est alliée au Chibaou. S'ils voulaient la vendre aujourd'hui à Sotheby's, ils auraient de quoi s'acheter un appartement à Paris. Mais ce n'est pas leur propos. Leur idée, eux, c'est que cette flèche fêtière, elle n'ira pas au musée non plus. Elle a été posée là par les maternelles au moment de la mort
de ce personnage. Et sa vocation, c'est de rester là et de finir là-bas. Enfin, moi, j'ai vu pas mal d'objets comme ça. Et puis, il y a des objets où les gens veulent enfin, c'est plutôt nous, en fait, en tant que musée, qui aussi citons, parce qu'on a des objets, par exemple, de l'île des Pins, on en a parlé pour l'histoire du bagne, etc. C'est une île où il n'y a pratiquement pas d'objets dans les collections. Ils sont rarissimes. Or, les seuls objets enfin les rares objets qu'on a pu repérer, qui appartiennent au musée Aquitaine, ils sont en dépôt au musée de Nouméa depuis 30 ans. Et parce que vraiment, c'est des objets rarissimes. Les textiles en Calédonie, il n'y a pas de tissage à proprement parler, il y a du tapas, c'est-à-dire le libère d'une écorce, en fait, la partie de l'écorce qui est entre l'écorce et le bois, qui est décollée, frappée, et ensuite on en fait des grandes pièces d'étoffe. Donc je parlerais plutôt d'étoffe que de textile à proprement parler, parce que ce n'est pas tissé. Et oui, on en a trouvé, et c'était assez intéressant d'ailleurs, parce qu'au début, on pensait que ces étoffes qui sont particulièrement développées en Polynésie, où elles sont peintes, elles sont encore très fabriquées aujourd'hui et utilisées, en Wallis-et-Futuna, Fidji, en Polynésie. Dans le monde kanak, on pensait qu'il y en avait très peu. Dans les collections, on a trouvé des très grands rouleaux, de très grandes pièces de ces étoffes, qui sont donc réalisées dans deux types d'écorces. Il y a juste deux types d'écorces qui sont utilisées pour faire ces étoffes. Le mûrier à papier et le ficus. Et donc, c'est des objets aussi qui, selon la nature de l'écorce utilisée, vont être utilisés pour certains types d'objets ou certaines fonctions et pas d'autres. Alors c'est vrai que l'histoire de la commune, qui est absolument passionnante, elle n'est pas très intégrée dans l'histoire locale. D'abord parce que pour les Calédoniens, la commune, c'est une affaire métropolitaine. Et pour les Kanaks, c'est une affaire de blancs, d'une certaine manière. Et pendant longtemps, en fait, il n'y avait pas de vrai intérêt. L'intérêt, il est né dans les années 70, où à ce moment-là, le bagne, enfin le cimetière du bagne de l'île des Pins a été pris en charge par la mairie de Paris, qui s'est chargée de le nettoyer et de l'entretenir. Alors je ne sais pas si elle continue à le faire, je crois que c'est maintenant la province sud qui a pris le relais depuis quelques années. Mais c'est toujours, oui, la ville de Paris qui est toujours en lien. Mais je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai essayé de faire une exposition au centre Chibaou pour le centenaire de Louise Michel. J'ai senti que j'étais pas dans le... Je pensais que ça allait intéresser, mais en fait... je ne sais pas si on a une rue Louise Michel à Nouméa d'ailleurs. Je ne crois pas. Hein. Donc c'est vous dire aussi, ça dit quelque chose, quoi. Vous avez une rue de Chibaou et je vous en remercie. Mais on n'a pas le rue Louis Michel. Ah, il y a l'école, oui, c'est vrai, il y a l'école. Ouais. Voilà, donc on n'est pas tout. Voilà. On est un peu sauvés alors. Mais c'est vrai que c'est une mémoire qui mériterait d'être plus reconnue. Et elle n'est pas complètement intégrée à l'histoire kanak. Merci à toutes et à tous.